Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'échanger avec Olivier Leclerc, le précurseur de l'hypnose en francophonie. Il est le cofondateur avec sa compagne Patricia D'Angeli du mouvement d'hypnose humaniste et de l'IFHE qui est la première école formatrice et pépinière de plus de 30 000 praticiens en hypnose et PNL durant les 30 dernières années. Comprends bien que les meilleurs hypnothérapeutes ou coachs contemporains que tu vois sur la scène actuelle se sont tous formés chez lui. Il est également l'auteur de plus de 25 livres best-sellers traduits en 17 langues. Cet homme, dont l'humilité le rend trop rare à mon goût dans les médias, a fourni un travail dont la renommée lui a valu les distinctions du président de la République française de l'époque, M. Jacques Chirac. Il s'est lui-même formé auprès des plus grands experts du monde dans le domaine. J'ai nommé Carol Erickson, Richard Bandler et son école fut également parrainée par l'illustre Ernest Rossi. Mais au-delà de son succès professionnel et de son incroyable parcours, il incarne pour moi la réussite à plusieurs niveaux, pro et perso. Bienvenue et plonge avec nous dans cet échange humaniste précieux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'hypnose, le jargon hypnotique ou l'univers de l'hypnose ou de la PNL, je te laisse libre de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Moi je m'appelle Olivier Leclerc, comme tu l'as dit. Je fais de la thérapie depuis très longtemps, puisque j'ai commencé plus ou moins sans le vouloir quand j'étais adolescent. Adolescent, tu dis... 16 ans. Ah oui, c'est jeune. Ouais. En fait, très pragmatiquement, très concrètement, je voulais gagner un petit peu d'argent de poche en donnant des cours de musique, puisque je fais un peu de piano, etc. C'était ma façon à moi d'avoir un petit peu d'argent de poche, puisque ma famille n'avait pas les moyens de plus. Et la personne, la première que j'ai rencontrée, avec qui je pouvais donner mes cours de musique, c'était une petite jeune fille handicapée. Alors moi je ne le savais pas, je suis arrivé et je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait pas bouger ses bras, etc. Et pour donner des cours de piano. Ouais, pas évident. Ouais. Je me suis débrouillé. Ça a été à la base de ce qui est devenu ensuite l'hypnose humaniste. Ça ne s'appelait pas comme ça, évidemment. Moi j'ai juste fait ce que j'ai pu pour la reconnecter. Elle était dyspraxique, donc les bras avaient des mouvements non coordonnés. Elle n'arrivait pas à se contrôler. 3 mois après, elle jouait comme un débutant au piano, mais enfin, elle jouait. Les parents me remercient parce qu'elle arrivait à se nourrir toute seule, parce qu'avant, elle ne pouvait pas. Ses bras étaient vraiment très désordonnés. Elle ne pouvait pas s'habiller, elle ne pouvait pas se laver, etc. Donc maintenant, elle pouvait faire tout ça. Moi, je leur demande pourquoi est-ce qu'ils me remercient moi. Et ils me disent, c'est parce que c'est grâce à vous. Grâce à vous quoi? Je lui ai fait faire que du piano, moi, en fait. Pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, ils ont pu objectivement voir les résultats de avant et après. Et oui, alors c'est vrai que je n'ai pas forcément demandé non plus de l'enseigner. C'est des thérapeutes de ma région qui m'ont dit, Olivier, peux-tu nous apprendre? Et on est parti pour donner une formation. J'avais pas de feuille de cours, j'avais rien. J'étais parti en impro libre. Ouais. L'hypnose ericksonienne, c'est que de l'improvisation. Donc j'ai fait exactement pareil, en fait. C'est ça. C'est un mode de fonctionnement très cerveau droit et pas cerveau gauche. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire cerveau droit, cerveau gauche, est-ce que tu voudrais donner ton éclairage par rapport à ça? C'est une métaphore. Hein. Ton cerveau, il fonctionne d'un seul bloc. On est d'accord. Juste pour comprendre. Hein. Voilà, il n'y a pas une moitié qui fonctionne sans l'autre. Même si on a 2 parties dans le cerveau, elles sont connectées, elles fonctionnent à l'unisson, hein, évidemment, heureusement. Mais c'est une façon de dire pour bien comprendre la partie de mon corps qui est connectée à l'hémisphère. Il se trouve que c'est croisé, donc c'est l'hémisphère opposé. La partie droite est connectée à mon hémisphère gauche. C'est celle qui fait la comptabilité, qui fait la grammaire, les mathématiques, la logique, la raison. On appelle ça hémisphère gauche. Ouais. La partie du cœur, les émotions, comme c'est croisé, c'est l'hémisphère droit. Donc pour la métaphore, on dit tout ce qui est émotion, etc., c'est du cerveau droit. C'est-à-dire, si on devait donner une forme, pour ceux qui sont visuels, ça serait plutôt un trait ou un carré. Et le côté de l'autre hémisphère, plutôt créativité, inconscient, plutôt un rond. Si tu veux. Voilà. Un peu comme ça. Ouais, un petit cœur, exactement, oui. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle d'un côté et de l'autre en hypnose dissociante, pour mettre d'un côté les choses du conscient et de l'autre les choses de l'inconscient.
Et c'est facile à retenir. L'inconscient, c'est du côté du cœur. Oui, il faut arriver à rentrer en connexion. Ce que j'ai fait donc avec ma première petite patiente, entre guillemets, qui n'était pas une patiente officiellement, mais bon, c'était comme ça. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait, même à 16 ans déjà, il y avait déjà l'information que tu pouvais aider quelqu'un. Tu ne savais pas comment à l'époque, mais en PNL, on parle de modélisation. Tu sais, c'est d'observer toutes les stratégies des experts en leur domaine, que ce soit en hypnose, que ce soit les grands sportifs, que ce soit les grands écrivains. Et puis, on va regarder dans leur cerveau comment ils fonctionnent, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils mangent, peut-être ils s'habillent. Et en reproduisant ça... Leurs croyances, merci, eh bien, on peut espérer avoir le même résultat. Et toi, du coup, d'après ce que tu me dis là, il y avait cette graine à l'intérieur de toi, mais aussi, comme tu dis, je l'avais cherché, de pouvoir voir Carol Erickson et de voir des grandes personnes comme ça. Qu'est-ce que tu as appris d'eux, de ces gens qui étaient précurseurs aussi à l'époque? C'était des rencontres humaines. Moi, j'avais peur déjà quand je me suis lancé en hypnose ericksonienne, j'étais tout seul, donc j'ai appris ça dans des livres, et puis je faisais ça par moi-même. J'avais jamais vu donc aucun autre ericksonien de ma vie. Je me suis dit, pourvu que je fasse correctement. Parce que la première que j'ai vu faire, c'était donc Carol Erickson. Donc, la première démonstration qu'elle a fait en cours, j'étais en train de prier que je fasse correctement. J'étais soulagé. Donc en anglais, donc. Hein. Ah oui, c'était malheureusement en anglais. Bon, mais c'est comme ça. Et après, les Français, avec les langues, c'est pas trop leur fort. On peut pas dire que c'est... Il a fallu que je me renforce un peu, mais j'ai fait ça en hypnose. Je me suis donné tout seul des cours d'anglais, mais en hypnose en fait, pour me renforcer. Au début, ça marchait pas trop, j'avais pas trouvé le truc. Pendant 4 mois, ça servait à rien, je progressais pas. Et j'ai fini par trouver l'astuce, et après, ça marche. C'est quoi l'astuce? Parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui aimeraient booster un apprentissage, qui disent mais je sais pas, je bloque, j'arrive pas. Alors pour moi, l'astuce, c'est que en fait, comme je suis en système de fonctionnement visuel. Alors ça aussi, parce qu'en fait nous on se comprend, mais il y a des gens qui disent il y a un système visuel, auditif. Ça tu peux expliquer juste brièvement? En fait, je pense avec des images et je stocke. Alors, ou avec des images, ou avec ce qu'on veut. Et moi, je stocke pas ni avec des images, ni avec rien. Je stocke avec du ressenti, le kinesthésique. Ce qui fait que j'ai pas d'image à l'intérieur. Ce qui fait que mon prof ou ma prof, il faut toujours avoir un prof. Hein. Il me dit un mot. Je dis oui, je le répète. 30 secondes après, je l'oublie. Oui, parce que toi, ça te parle pas. Toi, ça t'imprime pas. C'est ça. Ça me parle pas. Je dis jamais ça. Bah oui, parce que moi je suis auditive et toi t'es visuel, alors voilà. C'est ce que je viens d'entendre du coup. Oui, c'est ce que je viens de voir. Non, c'est drôle. Et c'est insupportable, ce qui fait que la personne, ma prof ou mon prof me donne une phrase, une expression, 30 secondes après elle est effacée, c'est horrible, je n'arrivais pas à avancer. Et je me suis mis moi-même de force les yeux, comme toi tu le fais très bien, au niveau des oreilles, donc comme font les auditifs. Et c'était magique le truc. La phrase que je n'entendais pas, je me mettais à l'entendre. Comme si mon cerveau entendait une bouillie, et puis là, il entendait des mots. Après, il fallait que je comprenne ce que voulaient dire les mots, mais je les entendais, alors qu'avant, je les entendais pas. C'était faramineux. C'est ça, ton succès de réussite, c'est qu'en fait, tu avais des informations en auditive et en fait, tu les as transformées en visuel. Et alors ça, c'est super important parce qu'il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie, ils savent pas pourquoi. Peut-être notamment, j'ai eu des patients, par exemple, en couple, où par exemple, la dame, elle est auditive, donc elle veut s'entendre dire des mots doux, chérie, je t'aime et tout ça. Puis lui, il est très kinesthésique avec le corps. Donc lui, il va vouloir avoir du sexe, il va vouloir lui faire des bisous, puis elle va dire, mais non, mais pourquoi? Enfin voilà. En fait, ils parlaient pas le même langage. C'est ça. Et donc toi, t'as réussi à détecter ça et te dire ça y est, j'ai mon propre mode d'apprentissage. Quand on le sait, ça paraît évident. C'est juste que quand on est dedans, tout seul... Et que ça n'existait pas, parce que nous on le sait, parce que tu nous l'as vulgarisé, vois. Il faut vraiment que je me mette un auditif pour prendre la leçon. Là, je mémorise et je me l'écris, parce que si je me laisse... je redeviens visuel. Je suis naturellement visuel. Et donc, dès que je l'ai vu, voilà, c'est marqué.
c'est donc ça ton secret de succès. Ça y est, yes, je l'ai, c'est top. Pour les langues, c'était ça. Est-ce que tu penses qu'on peut transmettre la réussite à ses enfants? Parce que pour moi, si je t'interviewe aujourd'hui, pour moi, tu es vraiment un modèle de réussite dans le sens perso et pro. Dans le sens professionnel, on connaît en fait toutes ces œuvres. Ceux qui connaissent pas, c'est qu'ils font pas encore partie de l'univers et de la planète hypnose. Mais aussi personnel, parce que tu as ta compagne, vous avez mené des projets communs, et je pense que ça n'a pas dû être toujours évident à l'époque où ça s'est fait il y a presque 30 ans en arrière. Et au niveau perso, parce que du coup, tu as transmis cette passion aussi à ton fils, qui vous a fait la surprise de dire hey, papa, moi je veux aussi faire partie de l'aventure. Alexandre. Il n'a pas forcément toujours voulu être psychologue, parce qu'il est devenu psychologue. Avant ça, même du temps où il voulait faire pompier ou pirate, comme tous les enfants, j'imagine, il était déjà thérapeute. Je ne vais pas raconter sa vie sur une vidéo, mais vraiment, nous, on le regardait faire. Et avec les vieilles personnes, avec les personnes mais il était patient, il les écoutait. Alors bon, à son âge, il nous avait jamais vu travailler. Alors évidemment, on parle tout le temps du métier, entre guillemets, c'est pas un travail pour nous, c'est comme une passion, on vit, on n'a pas l'impression de travailler. Il vous avait modélisé, c'est-à-dire qu'un enfant, il fait pas ce qu'on lui dit, il observe qui nous sommes. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'école, quand il y a la maîtresse qui décrit un personnage historique, et puis le personnage apparemment a des choses pas très claires dans sa tête, et donc la professeure demande à l'école qu'est-ce que c'était que ce personnage, mais elle voulait qu'on lui dise c'est un roi de France ou c'est un comte ou un baron. Il lui dit mais c'est un schizophrène. Ah, j'adore. Oui, donc il portait déjà cette graine en lui. Il a compris la question du point de vue psychologique, alors que c'était pas, les enfants s'occupent pas de ça normalement. Vous avez, Patricia et toi, transmis inconsciemment le gène de façon symbolique à Alexandre, ou peut-être que ça germait déjà en lui, mais... C'est ça, il avait déjà quelque chose en lui. C'est ça. Notre second fils, Maxime, qui est plus jeune, il a fait un peu de formation aussi, il est très relationnel, il est très fin psychologue, mais il est plus dans une autre forme de relation. Il fait du commerce international, etc. Bref. Il est porteur, mais il ne l'a pas exprimé de la même façon. Alors moi, ça me fait rebondir par rapport au transgénérationnel. Je sais qu'à l'IFHE, vous faites des formations par rapport à ça. Est-ce que il y a quelque chose d'assez récurrent qu'on retrouve? Parce que moi, en consultation, vraiment, alors j'ai des cas forcément en redondance avec ma particularité, mais j'ai beaucoup de cas de viol. On se rend compte que quand, par exemple, une arrière-grand-mère a été violée durant la guerre ou quoi que ce soit, ça se répercute, et tu as la petite fille, la fille qui, malheureusement, peut subir cette agression. Comment est-ce que toi tu l'expliques? Et comment ça peut se guérir avec l'hypnose humaniste? Alors, moi, si je l'explique, ça ne sera pas en ericksonienne. Je sais. Il était vraiment très médical. Il n'a pas de vision de la vie, il n'a pas de philosophie. L'hypnose humaniste, c'est une thérapie existentielle. Les humanistes, dans le sens humaniste comme à la Renaissance, ce sont des gens très sceptiques et qui ne croient pas aux choses révélées. Dans le sens où ils ne veulent pas que tu aies fait un rêve et ça va être ça maintenant ta vérité. Ils te disent, fais une expérience, c'est des scientifiques, fais une expérience. Et selon le résultat de l'expérience, on saura si ton intuition était bonne ou fausse. C'est assez pragmatique finalement. Voilà, c'est ça. Donc on part de l'idée qu'on a une conscience. Cette conscience, c'est comme un rayon de soleil qui tombe. D'ailleurs, il y en a un là maintenant. C'est ce que je viens de voir justement. Et comme disait Platon avec le mythe de la caverne, il y a ce rayon de soleil, quelque chose qui fait obstacle, et l'ombre qui se projette. C'est ça le mythe de la caverne de Platon. Mais les humains se sont confondus avec leur ombre. Comme ils voient que les ombres bougent, ils se disent « nous sommes les ombres ». Je résume. Mais en vérité, il serait peut-être la chose encore au-dessus, la chose qui a tapé la lumière et qui a provoqué l'ombre. C'est ce que disait Platon. Et en fait, en hypnose humaniste, on se fait « non, moi je veux pas être un nuage ou un globule ou un grumeau au milieu. Moi, je suis la lumière. Je suis cette lumière-là. » Après, si je dis ça, je suis pas que moi.
Et je veux pas être moi égale la lumière. La lumière, elle est tout. Ouais. Donc, comme on retrouve dans les autres philosophies. Hein, et même la physique quantique. Et même en physique. Moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que vu qu'on fait partie d'un tout, c'est comme si on était un petit poisson, qu'on n'a pas conscience qu'on a de l'eau autour de nous, mais on est à l'intérieur de soi. Ça permet aussi d'exploser en fait nos potentiels. On est d'accord. C'est Albert Einstein qui disait que si tu juges un poisson à sa faculté de grimper à un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Et c'est chouette parce que l'hypnose, donc du coup, permet de trouver sa voie. Parce que moi, je suis auditive, alors je vais dire de voir sa vision de vie, parce qu'on a accès à des ressources qu'on n'a pas intellectuellement quand même. Ça. Du coup, cette lumière, si elle tape le nuage, elle fait une ombre. Oui. Mais l'ombre, est-ce qu'elle tombe sur 2023 ? C'est notre année à nous aujourd'hui, là, 2023. Ben non. Et une ombre, ça fait une sorte de cône. Ouais. En dessous, c'est 2023. Mais là, c'est peut-être 1920, et puis c'est peut-être 1800, ou c'est peut-être l'an 1000, et puis là-bas, c'est peut-être l'an 1000, enfin maintenant, ça va être 2800 ou 3000. Ouais. En fait, ce cône, il est étendu dans le temps. Exactement. Donc en hypnose humaniste, on va expliquer le côté transgénérationnel. Oui. Si on est dans la branche de Patricia avec la psychologie profonde, on va aller étudier les choses de l'inconscient profond. Oui. Et du point de vue d'Olivier qui regarde plutôt ça de haut, eh bien on va se dire, regarde, en fait, ta lumière, elle fait cette ombre, ce cône qui te perturbe et qui empêche ta lumière à toi de s'exprimer. Eh bien, il n'a pas tapé que ta vie à toi, il tape aussi tes parents, tes grands-parents, etc., etc. C'est ça. Donc, soit je soigne mon transgénérationnel, donc ça va soigner le grumeau qui bloque la lumière, et je vais enfin avoir ma lumière. Oui. Soit je soigne ma vie à moi, et je vais avoir de la lumière, soit je monte en conscience et je soigne ça directement, et je vais avoir la lumière. Il y a plein de façons de le faire. Ouais. Et tout ça, c'est inclus en hypnose humaniste. Exactement. Alors, moi, j'ai connu ça avec toi, les prémices avant, parce que donc c'était durant une technique de RHV, donc remodélisation d'histoire de vie. Je me propose pour être OK, pour que tu puisses exercer, donc, montrer donc à tous les nombreux praticiens ici présents que tu formais pour la technique, la démonstration de la technique. Et là, paf, me revient en lumière tout un passé absolument traumatique. D'ailleurs, je suis un peu submergée par l'émotion là à l'instant. Il y a plus de 10 ans en arrière, où là, je revivais des scènes d'une violence absolument inouïe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant ça, j'avais fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique. C'est-à-dire que je me souvenais pas. Et donc là, pour ta démonstration devant tout le monde, tout est ressorti et tu avais les praticiens forcément d'une bienveillance extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais l'interview aussi aujourd'hui, c'est pour te remercier de tout ce travail, parce que moi, dès lors, ma vie, elle s'est totalement transformée. Que ce soit aussi au niveau pro, au niveau perso, je suis devenue hypnothérapeute par la suite. Et la preuve que ça existe et que ça marche, l'hypnose. Et toi, quel est l'événement qui a déclenché, ou peut-être plusieurs éléments successifs, donc peut-être truculents, peut-être moins marrants, qui t'ont allumé la lumière de l'hypnose? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, en plus de le fait d'être retrouvé à 16 ans? Est-ce qu'il y a un événement, on parlait de transgénérationnel, peut-être dans ta famille, quelqu'un qui a aussi... Parce que si ton fils, il est comme ça, si l'autre fils, même s'il est dans le commerce, il a le relationnel, c'est que forcément, avant, il y a quelqu'un qui a eu une expérience. Moi, j'avais une famille tout à fait ordinaire, comme dirait Harry Potter, de Moldus. De Moldus, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Et un jour, j'avais 11 ans, mon papa est passé dans le cadre de la porte pour rentrer dans la pièce, il était tout vert. Alors, il n'y avait pas encore Shrek à l'époque, sinon ça m'aurait fait penser peut-être à Shrek. Oh, j'adore. Non, mais toi, c'est chouette parce que déjà là, tu me mets en hypnose et déjà tu me mets... Ouais, t'es fort. C'était pas drôle parce qu'en fait, il faisait un arrêt cardiaque, on le savait pas. Mince. Et il est tombé, on le met dans un siège, etc. Il disait qu'il avait froid, bref. Et puis, il est décédé, il est mort. Il est parti. Quand les pompiers sont arrivés, qu'il a fallu appeler les pompiers, tu vois, les adultes, ils te disent « Appelle les pompiers !» Moi, j'ai 11 ans, appelle les pompiers. Qu'est-ce que je dis? Bref, les pompiers ont fini par arriver. Heureusement, l'hôpital était à 500 mètres de là, donc ils ont fait vite. Mais le pompier qui est arrivé a dit « il est décédé ». Donc, bon, il s'en va, enfin, ma mère s'en va avec
mon père. Donc toi, tu restes chez toi, t'as 11 ans. Et oui, voilà. Donc nous, les enfants, étaient en train de se dire, alors là, c'était pas prévu ça. On n'avait pas pensé que papa s'en irait comme ça. 2 heures après, maman revient, toute joyeuse. Ça va, la veuve joyeuse, tranquille. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est bon, il est revenu. Il est revenu, c'est-à-dire... Ouais. Le pompier nous a dit que c'était fini. Ah, ça me met des frissons. En fait, il a fait une NDE. Ah, une near-death experience. Une expérience de mort imminente. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas le livre de Patrice Van Hersel, La Source Noire, qui était sorti. C'était des années après qu'il est sorti, donc on n'avait jamais entendu parler de ça. De toute façon, c'était même pas de l'intérêt de la famille. Personne s'occupait chez moi de choses comme ça. Ouais. On était content que ça soit revenu. Il a eu beaucoup de temps d'hospitalisation parce que c'était grave ce qui lui était arrivé. Et donc, il a fini par revenir à la maison. Et un jour, il nous convoque avec mon frère. J'ai aussi un frère. Et puis, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand il n'était plus là, qu'en fait. Ah, il a osé, c'est génial qu'il ait osé vous le dire, parce que souvent, quand tu as une expérience de mort imminente, en fait, c'est tellement puissant que les gens n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'être pris pour des hérétiques. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Comment on n'en a jamais entendu parler? On ne savait même pas qu'il y avait des milliers de personnes depuis la nuit des temps qui avaient vécu ça. Ouais. On ne savait pas que ce phénomène existait. Donc, il a juste dit tout ce que tu connais sur ce phénomène, le tunnel de lumière, etc., etc. Après, tu te demandes comment ça se fait que j'ai une chirurgie. Et ouais. Donc, j'avais 11 ans. Quand à 16 ans, je me retrouve de vouloir donner des cours de piano et que la jeune fille est handicapée, qu'est-ce que j'ai fait? Cette espèce de vision que j'avais commencé à développer, que la réalité n'est pas que ce qu'on en perçoit, mais qu'il y a un autre côté au monde, bref, bien plus vaste. Hein. Tout ce qui est devenu ensuite, parce que j'étais enfant, enfin adolescent, mais tu vois, ça s'est développé à force. D'abord, j'ai beaucoup étudié aussi tout ce qui existait sur ces domaines-là. Je me suis lu autant le Coran que la Torah, le Talmud, la Bible, que le livre du Tao, que tout ce que j'ai trouvé, voilà, de toutes les philosophies qui existaient. Bref, j'ai enrichi ma façon de comprendre le monde. C'est ça qui a fait la philosophie de l'hypnose humaniste à force. Mais bon, donc tu comprends que l'espèce de chose qui a développé ma manière de faire, un peu spéciale, avec la jeune fille. Et du coup, quand ça s'est développé et que les élèves des années début 2000 commençaient à se perturber, à dire Olivier nous enseigne l'hypnose érectionnelle, mais regarde, lui, quand il fait ça, c'est pas pareil. C'est plus vaste. Ouais. C'est pas une heure, en fait, on va pas descendre l'escalier de l'inconscient pour aller à la cave, on va plutôt ouvrir le plafond, le coronavirus, le chakra, pour accéder à la conscience. La couronne. C'est ça. Oui, il nous a piqué le terme. C'est ça. Oui, d'accord. Du coup, c'est comme ça que c'est né. Et en fait, tout se recoupe. Et quand tout à l'heure, tu parlais de, tu sais, comme une pelure d'oignon, c'est-à-dire que dans le présent, le futur, quelque chose qui s'est passé dans ce que certains appellent les vies antérieures. Moi, je pense que c'est plutôt peut-être concomitant. C'est ça, c'est ce que disent les humanistes. C'est ça. Voilà. Si tu as ce point de vue comme disait Platon, le mythe de la caverne, de la lumière, de ce que nous on appelle un grumeau ou un nuage, parce que maintenant les informaticiens appellent plutôt ça un nuage, un cloud. Un cloud. Voilà, donc comme un nuage d'information, parce que tout ça c'est de l'information en fait. La physique nous a montré que c'était de l'information. Ce que nous on appelle en métaphore de la lumière, ou la conscience, en fait concrètement, si on veut le dire avec des mots plus techniques, c'est un champ d'information. Ça n'a ni énergie ni masse, et ça provoque, ça génère, les physiciens te disent, de l'information née énergie et matière. Donc les gens qui sont énergéticiens, ils savent bien que c'est leur intention qui dirige leur énergie. C'est ce qu'ils disent, les énergéticiens. Oui, comme ceux qui ont... En Suisse, on appelle ça le secret, ceux qui coupent le feu. C'est ça. C'est ça que j'ai... Donc ils te disent, moi j'en avais dans mon village, parce que j'étais dans un tout petit village quand j'étais enfant. Et ils te disaient, c'est ton intention qui dirige. Donc moi, je veux pas travailler avec l'énergie, je veux pas travailler avec la matière, je veux travailler avec ta conscience, avec ton intention. D'accord.
En fait, il y a tout qui se regroupe. Moi, j'ai reçu le secret de façon différente, enfin, comme on dit, tout ça. Mais moi, j'ai fait vraiment un rapport avec l'hypnose et l'intention. Parce que tu te dis, je ne travaille pas avec l'énergie, mais qu'est-ce que tu en sais? Parce qu'en fait, vu que tu fais de l'intention, tu vois. Oui. Et c'est sûr que, tu vois, le début de la formation en hypnose humaniste, on va booster le niveau vibratoire de la personne. Ouais. Pourquoi? Pour booster son niveau d'énergie. La vidéo qui est sortie dimanche dernier, dans les séances de ma chaîne YouTube, c'est ça, c'est la technique humaniste. Mais on ne le fait pas de manière énergétique, on le fait de manière psychologique. Qui descend dans la matière et qui... Alors moi, ça me pose aussi question parce que tu parlais, et merci beaucoup d'avoir partagé l'histoire de ton papa, ce témoignage assez vibrant. J'ai eu de l'émotion, j'ai eu du frisson quand on a parlé. Est-ce que tu dirais, parce que moi, en consultation, il y a des choses vraiment extraordinaires qui se produisent, notamment quand il y a des séances de deuil. Quelqu'un vient en cabinet parce qu'il a perdu un papa, une maman, une tante, et sous état d'hypnose, que moi je pense est ericksonienne, donc dissociative, il y a quand même, on sent un taux vibratoire, une fréquence qui s'élève. Alors je sais pas si c'est parce que on descend les ondes alpha, theta, entre 8 et 14 ou 13 Hertz, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai la sensation, et j'aimerais avoir ton regard là-dessus, est-ce qu'on peut avoir accès à quelque chose de l'ordre du non-visible? Parce que quand même, on a eu des trucs quand même, alors je peux pas en parler aujourd'hui là, mais qu'on ne pouvait pas savoir. C'était des informations vraiment incroyables. Mais les humains font ça depuis toujours. Une NDE, c'est du dissocié. Et ouais. Ou si tu meurs, c'est du dissocié, c'est plus là. Ouais. Ou les gens qui font des sorties hors du corps, des out of body experience, les sorties hors du corps. Ceux qui croient que ça existe, hein. Après chacun croit ce qu'il veut. Mais bon, la personne qui te dit voilà, je fais ça, etc., etc. Il y a des gens célèbres dans ce milieu-là, hein, qui ont fait quand même des choses difficiles à expliquer par la psychologie normale, quoi. Alors tu sais, tout à l'heure, je me permets de te couper parce que tout à l'heure tu disais voilà, moi je faisais de l'hypnose avec cette fille qui faisait du piano, qui était handicapée, mais je savais pas que je faisais de l'hypnose. Et en fait, grâce à l'IFHE, grâce à tes enseignements, moi je me suis rendu compte que dans mon passé, quand il y a eu un acte très fort, donc là en l'occurrence le viol, donc c'est tellement intense, tellement violent qu'il y a une partie alors l'esprit inconscient, ça qui s'extirpe du corps, parce que sinon la personne, elle reste, si elle était en dissocié, elle meurt. C'est ça. Et du coup, le fait de ce qui est pas évident pour quelqu'un qui a été dissocié, qui a vécu une expérience de mort imminente, qui a vécu un trauma, qui a eu son enfant qui est décédé, quelqu'un à qui on apprend qu'elle a un cancer, ce qui est pas évident, c'est de réassocier la personne. Est-ce que avec l'humaniste, on peut justement intégrer sa globalité et refondre dans le tout? Alors c'est un mécanisme de protection, hein. Une personne traumatisée, instantanément, il s'est passé un attentat, un grave accident, etc., ou une agression, évidemment, toutes ces choses terribles. La conscience, en fait, se sort de là. Comme la conscience est hors espace-temps, ça donne une impression de ralenti. Ouais. Oui, on ne sait pas si l'accident il a duré 1 heure ou si ta voiture va percuter un arbre et hop, tu as l'impression que tout passe au ralenti. Ça permet à ton corps de réagir plus vite des fois qu'il puisse éviter l'accident. Et si jamais il peut pas, ça lui évite de trop souffrir parce qu'il n'est pas dedans, en fait. C'est ça. Mais alors donc, effectivement, on a toujours une conscience. Ouais. Alors en hypnose humaniste, la particularité, c'est qu'effectivement, on ne voudrait pas se dissocier. Ouais. C'est pas pour ça qu'une personne qui fait des sorties hors du corps ou qui ferait une expérience quelconque psychologique, un peu mystique, etc., évidemment que ça existe. Les gens qui ont fait des choses mystiques par le passé et qui étaient complètement dissociés et qui te racontent le cosmos. C'est incroyable. Donc, effectivement, tu peux avoir accès à ça en dissocié. Ouais. Le truc, moi, qui m'a fait un petit peu souci, c'est quand j'avais 12-13 ans, j'ai rencontré c'est pas moi, hein, c'est mes parents, mais du coup, j'étais là, donc je l'ai rencontré aussi quelque part. Un grand maître d'aïkido. Et le maître en question parlait avec une trachéo. Ouais. Et je me suis dit, il a eu un cancer de la gorge. Ouais. Et attends, l'énergie, etc., comment je comprenais pas qu'on puisse avoir une maladie alors que... Les cordonniers les plus mal chaussés, non? Oui, voilà, bon, bref, je me suis dit, attends, mais regarde le truc. Il connaît, il va dans ce monde-là,
Mais quand il y va, il n'est pas dans son corps. C'est ça. Toutes les personnes qui sont sages, qui ont une connaissance de là-haut, et pauvres, ou malheureuses, divorcées, etc., parce qu'en fait, ils ont un savoir qui n'est pas rentré dans leur vie. Donc moi, j'étais gamin, je me suis dit, faut pas faire ça. Après, j'avais pas d'idée de comment faire, hein. J'ai juste... Mais tu avais déjà conscience à 11-12 ans, donc c'était aussi à 11-12 ans ou un peu plus grand, 14-13 ans, ouais. Tu avais conscience de ça, de dire, lui, il n'est pas totalement congruent, pas totalement aligné avec... Eh oui, moi, j'ai pas eu l'occasion de lui parler, j'étais un enfant, hein, donc je l'ai juste vu et ça m'avait choqué. Je me suis dit, attends, c'est un grand maître, comment il peut avoir ça? Alors, j'ai compris qu'effectivement, bon, c'est pas parce que tu es docteur, tu peux pas attraper la grippe, évidemment, c'est sûr. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas pu se soigner, bref. C'est ça. Après, en vieillissant, en prenant des cheveux blancs. Depuis plus longtemps que les autres. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. J'ai fini par comprendre, effectivement, oui, d'accord, c'est possible. Bon, mais c'est pas pour autant que j'aimerais que ça m'arrive, tu vois. Donc, je me dis, comment faire pour vraiment être vraiment congruent, vraiment... Eh ben, pourquoi est-ce qu'ils quittent leur corps? Il y avait cette espèce de bizarrerie chez les humains, plus présent dans certaines traditions ou certaines religions que dans d'autres, où ils fustigent le corps pour libérer l'esprit. D'accord. De là se faire mal, etc. Hein, voilà. Et ça, tu le retrouves sur toute la planète, autant chez les Amérindiens qu'en Asie, partout, en fait. Ouais. Et voilà. Et je me dis, mais non, attends, puisque ma conscience est descendue sur Terre, c'est sans doute pour y faire quelque chose, pourquoi je fais que chercher à remonter? J'avais qu'à rester là-haut. Ouais. Si je suis venu, et c'est pas pour ensuite me redissocier et me repartir. Parce qu'il y a, c'est que dans les stades de dissociation, on est mieux parce qu'on n'a pas la densité physique. Et tu vois, les gens qui ont fait des NDE, par exemple, quand ils sont replongés, ils sont encastrés dans leur petit moi physique. Après, ils n'ont plus peur de mourir. Mon papa, il en a fait 2 autres. Ça, il a eu des accidents qui ont le laissé 2 autres fois. D'accord. Il est toujours là, hein, au jour d'aujourd'hui. Les personnes qui ont vécu ça n'ont plus peur de mourir. Donc c'est bien d'avoir fait l'expérience en dissocié parce que ça t'instruit. Maintenant, dans ma philosophie à moi de l'hypnose humaniste, je me dis, cette philosophie, il faut qu'elle soit active. Oui. Donc si je fais l'expérience, alors ça c'est pas une idée, mais c'est nos expériences de conscience augmentée, je veux pas les faire en me dissociant. Je vais pas les faire dissocier parce que je vais apprendre un savoir qui n'est pas rentré dans mon corps ou dans ma vie quotidienne. Ouais, puis moi j'ai envie d'être riche, en bonne santé, heureux en couple. C'est ça. Ou d'avoir au moins assez d'argent pour vivre. Oui, voilà, exactement. Ce qui fait que je prends mon être dans lequel je suis descendu, ma petite conscience, elle est venue là, et c'est pas pour repartir donc. Donc je reste dedans et je fais en sorte de retrouver ce qu'il y a là-haut, mais en restant dans moi. Comment qu'on fait? Mais ça, que la nature n'a pas prévu ça du tout, en fait. C'est ça. Comme on a un inconscient, c'est facile de séparer le conscient de l'inconscient pour faire l'hypnose normale. Hein. Oui. C'est ce que font les humains depuis la nuit des temps, avec la parole, les tambours, les chamans. Ouais. Ils se mettent dans un autre état et ils sont plus eux-mêmes. Ouais, en état modifié de conscience. Et ils sont en état modifié de conscience par dissociation. Ils ont perdu conscience. Ils sont dans une autre conscience, on va dire, tu vois. Mais du coup, ils ne sont pas associés. Hein. Voilà. Ouais. Alors, ils font des trucs incroyables, hein, depuis toujours. Alors, autrefois, les anciens, c'était les chamans. Ça existe toujours. Maintenant, c'est plus des psys. Il y avait des prêtres aussi. Bon, bref. Mais tout ce petit monde-là se dissocie, en fait. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Ils quittent la réalité. Ouais. Alors, c'est vrai que dans la mythologie grecque, Morpheus, celui qui est devenu Morphée, donc les rêves, il amène les humains dans un monde imaginaire qui leur fait du bien, et le temps qu'ils y sont, ça soulage de la vie difficile. Ben, c'est exactement ça. Et c'est pile ce qu'on fait en hypnose ericksonienne. Oui, exactement. À part qu'il y a une limite dans le sens où à un moment donné, tu as envie de vivre et de te sentir vivant, vibrant. Alors on se sert, les thérapeutes, de cet état-là, où on a mis la personne dans un rêve qui lui permet d'avoir du soulagement, et pendant qu'elle y est, on raconte des histoires, des métaphores, enfin tu connais. Ouais. Et on lui fait vivre des expériences qui fait que quand elle revient, sa vie est meilleure. Et c'est ça l'hypnose dissociante en fait. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Et tu réassocies, ouais. Et on réassocie après. Et bon, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est tellement un langage technique, etc. Je peux pas demander à la personne de se le refaire, ça serait impossible. Ouais, on a besoin de quelqu'un d'extérieur, donc un thérapeute. Voilà. Et
un bon thérapeute, parce que l'hypnose, ce qu'il faut savoir, elle a quand même mauvaise presse dans le sens où il y a le côté manipulation, je t'enlève ton libre arbitre, si l'hypnothérapeute n'est pas là, il peut pas se sauver tout seul. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? On a quand même un mini-rôle qui est de te mettre dans le bon état de conscience. Il faut qu'on fasse l'induction. Être sous état d'hypnose. Être sous état d'hypnose, les gens savent pas le faire tout seuls. Voilà, donc le fait de gagner en conscience plutôt que de perdre en conscience. Et si jamais le thérapeute, il est pas bon, peux-tu m'en conseiller un parce que, que j'ai confiance, etc. Ouais. Et il y a ça qui freine les gens. Alors si tu leur dis, le thérapeute te fera rien, même s'il est nul, on s'en fiche, c'est toi qui vas le faire. Ouais, tu travailles avec le matos de la personne, c'est ses propres ressources qui va se guérir elle. Et ce qui est chouette là-dedans, c'est que si la personne n'est pas intègre ou pas professionnelle, mais en tout cas compétente là-dedans, ça sera toujours du bueno, quoi. Il faut quand même qu'elle sache guider la personne dans la structure logique. Ouais. Le guide thérapeutique, le protocole, appelle-le comme tu veux. C'est juste un squelette, c'est des étapes. Il faut que le thérapeute connaisse au moins ces techniques. On est d'accord. Et comme c'est pas lui qui va les appliquer, à compter qu'on s'imagine qu'il soit pas bon, qu'il soit un mauvais thérapeute, en fait, on s'en fiche. Donc, on sait qu'il y a des meilleurs boulangers ou des meilleurs mécaniciens, ou il y a des meilleurs dans chaque métier, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Ça n'empêche pas le boulanger d'être boulanger. Mais qu'est-ce qui fait que justement, un boulanger, et on leur apprend à faire le pain de la même manière les deux, à part qu'il y en a un qui va faire des milliers de franchises, autre, qui va se développer, qui va être créatif, tout ça, puis l'autre qui va même pas arriver à nourrir sa famille. J'espère qu'il va y arriver quand même. Oui, nous aussi, mais ce que je veux dire, à ton avis, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait qu'il y en a un qui réussit et l'autre pas. Après, moi, ma réponse va pas forcément te plaire. Parce que si on regarde la philosophie humaniste, après ça, c'est du travail personnel. Ouais. Mais pour ta question sur comment ça se fait qu'il y en a un, il est doué, puis pas l'autre. Ouais. Moi, tu regardes, mon nuage, il est passé là, juste à côté du nuage de la guitare. Alors chance. Bêta, mais il a chopé celui de l'hypnose. Mais... Je peux passer à jouer de la guitare si je veux, mais le nuage, il est là, je suis pas passé dedans. Alors que les jeunes que tu vois sur Internet et qui jouent comme des dieux, ils ont 5 ans. C'est comment ça c'est possible? Ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils jouent maximum? 2 ans, il a 5 ans le jeune. Comment c'est possible? Moi, ça fait 10 ans que je joue pas pareil. Ouais. C'est que lui, il est tombé, bam, dans le nuage de la guitare. Ouais. Comme Einstein est tombé dans le nuage des maths ou de la physique. Et on dit, il a un don. Ou il est tombé dans la marmite. Ouais. Il est passé directement dedans. Ouais. Comme Mozart, tout petit, qui cherchait les notes qui s'aiment. Et qui composait déjà, il avait 4-5 ans. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc, on peut pas, je veux dire, par la force de l'intention, ou te dire, je crois que j'ai quand même cette faculté-là, en phaser le truc, si c'est pas dans la grande conscience. Je continue d'apprendre ma guitare et je joue le mieux que je peux de la guitare. C'est ça. Mais je suis passé plus proche du nuage piano. On est d'accord. Et je suis passé en plein dedans le nuage hypnose, j'ai l'impression. Alors, c'est pas vraiment hypnose. Moi, je fais pas de l'hypnose pour faire de l'hypnose. Ouais. Je veux pas faire le gourou qui fait tomber les jeunes filles. Ouais, j'ai compris, heureusement. Je veux faire de la thérapie. Ce que je veux, c'est que les gens, ils aillent mieux. Mais mon but, c'est ça. C'est pas de faire, regarde, t'as vu, j'ai réussi à faire tomber la personne. Moi, ça me fait de la peine pour eux quand il y a les gens qui font de l'hypnose. C'est malaisant. Et oui, je fais tellement tout le contraire toute ma vie, d'essayer de les réveiller, que quand quelqu'un profite qu'ils soient endormis pour les endormir encore plus, par exemple, s'il faut que je fasse des gestes spéciaux parce que ça va mieux passer sur YouTube, je les fais pas. Justement parce que je sais que ça va faire un effet sur les gens, c'est de la manipulation. Alors, tu as prononcé le mot manipulation parce que donc l'hypnose, elle est autant courtisée que détestée. Mais du coup, alors, réponds-moi une bonne fois pour toutes, est-ce que l'hypnose, c'est de la manipulation, oui or not? Oui, thérapeutique. C'est-à-dire que si tu as mal au dos et que je suis ostéopathe, kiné, comment ça s'appelle, éthiopathe, etc., et que je sais te remettre, et que je le fais pas parce que je veux pas te manipuler, entre guillemets. Donc je dis, c'est la 3e lombaire. Je sais pas si ça existe, la 3e lombaire. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des cervicales, C1, C2, mais bref. Voilà, cervicale, voilà, bref. Et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vos parents en ont pensé? Quelles sont vos émotions par rapport à ça? Blablabla. Et jamais je te fais rien.
mais tu vas repartir avec ton mal de dos. Il faut bien forcément qu'à un moment, je fasse un truc. Alors, ou je le fais, ou tu le fais. Donc, il y a tout un langage très technique pour arriver à faire les choses que tu connais, c'est ton métier. C'est tout un art. Moi, j'adore faire ça, parce que c'est vraiment jouer avec les mots. Je suis assez littéraire quand même. J'ai fait une vingtaine de livres. Oui, exactement. Ouais. Donc, j'aime bien jouer avec les mots, etc. J'adore l'hypnose ericksonienne. J'en fais tout le temps parce que j'aime bien ça. Ouais. Après, j'aime bien aussi que les gens, ils soient autonomes. Et ils ne pourront jamais refaire ce que je leur ai fait en mode un petit peu discret, caché. Donc, c'est plaisant d'avoir su aider quelqu'un parce qu'on voit que la personne va mieux et on sait que c'est grâce à nous. Donc, c'est un petit côté... j'ai été utile dans le monde. J'ai contribué. Grâce à moi, c'est plaisant. Et c'est aussi plaisant, mais différemment, de l'avoir instruite, de l'avoir appris comment la vie, ça fonctionne. Pour qu'elle change sa vie, on voit qu'elle va mieux. Mais moi, j'ai rien fait. Mais je sais que c'est parce que je lui ai expliqué. Donc, je suis content aussi, mais c'est différent. C'est ça, c'est à ça qu'on voit les vrais grands leaders, c'est qu'ils apprennent aux autres à devenir leaders de leur propre vie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais on en revient par rapport... du coup, en fait, finalement, quand tu dis c'est OK parce que c'est bienveillant, parce que la personne, elle peut utiliser ses propres ressources. Et donc, du coup, on fait des suggestions hypnotiques. Et donc, du coup, moi, j'en viens à même des prédictions réalisantes. Parce que moi, tu m'as fait des prédictions réalisantes il y a quelques années en arrière et tu m'avais dit, Aline, tu verras, ton cabinet, il va être plein des mois à l'avance. Et ça a été le cas. Ça a marché. Ah ouais, ça a bien marché. Mais alors, par rapport à ça, moi, j'ai une question parce que là, je vais faire de l'analogie. Alors, il faut qu'on s'accroche. Je vais faire l'analogie entre hypnose ericksonienne et PNL. Est-ce que c'est parce que tu m'as fait une prédiction réalisante et que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour toi que je me suis dit, si Olivier Loquer me dit que je vais avoir un truc rempli, mon inconscient, je vais lui mettre une cible et il va y aller. Ou alors, est-ce que toi, tu m'as dit ça parce qu'il y avait une information dans le tout, que ça t'est venu, puis que tu me l'as transmis? Tu vois ce que je veux dire? Tu t'attends à une réponse ericksonienne. Tu fais ce que tu veux. Si j'étais ericksonien, je te dirais oui. D'accord. Ok. Patricia, elle te dirait, je ne secoue pas un arbre duquel je n'attends pas qu'il tombe des fruits. Alors attends, je comprends pas où tu m'as perdu là. Si tu n'avais pas de fruits, je t'aurais pas fait la technique. D'accord. Alors, si je secoue un arbre vide, il tombera jamais de pommes. C'est ça. Et donc, je peux pas te faire la technique de la prédiction réalisante si de toute façon, je sais que tu n'en as pas la capacité. Et même, on dit en formation qu'il faut pas le faire. Il faudrait pas aller donner de la confiance en soi à quelqu'un qui n'a pas la compétence. Il y en a plein, malheureusement, qui ont grande confiance en eux. Et en fait, malheureusement, la technique... Après, quand tu connais pas, tu te fais avoir par ça. Tu es dans les apparences. Mais quand tu es formé comme toi, tu les entends, tu écoutes et tu fais... Mais c'est creux, c'est vide. C'est ça. Et ça se voit pas pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Bon, alors c'est bien pour faire du show, des apparences, mais ces gens-là ne reçoivent jamais en thérapie. En vrai, ils vont pas te le dire, mais... C'est ça. Quelqu'un qui serait vraiment en souffrance avec eux, mais je pense qu'ils feraient la brasse couler. On ne voit rien de thérapeutique là-dedans. Donc on voit que la personne a le feeling, le don, qu'elle est passée dans ce nuage-là, mais qu'elle ne se déclenche pas. Je fais ma petite technique pour que tu te lances en fait. Ouais. Après, jouer sur sa position, c'est comme ferait un coach. Mais lui, il aimerait que les enseignants, ça soit lui qui les ait certifiés. Donc quand tu es dans son école, t'as Bandler devant. Tu te dis, je vais passer mon examen, je monte sur scène, je suis enseignant. C'est un examen où tu enseignes, en fait. Il te regarde enseigner, et voilà. Et c'est un concours, en fait. Il en prend 30. Pour le monde, cette année-là, 30. Les autres, ils auront leur certificat de formation, mais ils n'auront pas le diplôme d'enseignant. Il y en a 30 qui l'ont. C'est un concours. Donc, évidemment, que tu as envie d'être dans les 30, forcément. Ouais. Et tu as Bandler devant toi. Ouais, la pression. Ouais. Non, j'imagine pas. Là, je suis déjà. T'as vu, je suis toute tendue. Je suis déjà. Ouais. Moi, j'ai donné déjà des cours depuis 5 ans quand je suis passé devant Bandler, donc j'avais un peu l'habitude. Mais quand même, Bandler, tu le vois plutôt à la télé, et pas devant toi, quoi. C'était spécial. Mais mon coach, quand il me dit, Olivier, je sais que tu peux le faire. Au moment où tu passes sur scène, c'est une scène, tu le crois. T'es obligé de dire, yes, tu vas être celui qui va... Oui, il dit ça pour me faire plaisir. T'en as tellement besoin émotionnellement d'être rassuré
eh ben, que tu l'aimes, ton coach, quand il te dit « tu peux le faire ». On ferait pas ça en coaching, on ferait pas une prédiction réalisante comme ça en thérapie, je veux dire. C'est vraiment typé coaching, ça. En thérapie, il faudrait que la personne soit déjà saine, reconstruite, et ensuite on lui C'est ça. Voilà. Mais voilà, donc toi, une fois que tu es stabilisé, je peux te faire ta suggestion, ou mon coach, il sait que j'ai fait la formation, et s'il a vraiment confiance en moi, il peut me le dire. Donc on le dit pas dans le vide. Ouais. Mais quand toi, tu es le client de coaching, ou le patient, et que le thérapeute ou le coach il te dit je crois en toi, ça fait super du bien. Mais oui, il y a tellement eu des destins incroyables juste parce que tu as un enseignant qui a apporté un regard bienveillant comme toi. Par exemple, je crois qu'il y a Jacques Chirac, le président de la République de l'époque. Tu as été invité, je crois, à 24 ans, c'est hyper jeune, pour te rétribuer par rapport au travail que tu faisais auprès des handicapés. Tu as été invité à souper à l'Élysée. Alors, c'était pas à l'Élysée, c'était dans ma région, mais c'était avec je croyais, ouais, c'est ça. Donc, du coup, et que quelqu'un porte le président de la République française qui te rétribue pour ton job à 24 ans, je suppose que, même si toi, t'avais toujours de la confiance quand tu parles d'hypnose ou tout quoi que ce soit, ça donne un propulseur quand même. C'est étrange quand même. En fait, quand le bureau du préfet a appelé pour dire « vous êtes invité, tanana », on a cru que c'était une blague, on lui a raccroché au nez. C'est vrai. Il a retéléphoné, on l'a écouté, puis on lui a dit. Vous pensiez que c'était un canular. C'était pas une bonne blague, hein, et on a raccroché. Donc ils sont arrivés avec les motards. Le lendemain. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour votre invitation. C'était vrai. On n'y croyait pas. En fait. Donc quand tu es jeune, que tu arrives et qu'il y a toute la protection, hein, parce qu'il y a des gardes du corps partout, tu peux pas rentrer, après vérifie ton identité, et puis tu es tout seul dans une pièce avec le président de la République. Il venait d'être président, donc c'était pour ça qu'il faisait le tour des régions. Et il allait voir dans chaque région un jeune qui avait fait un truc un petit peu hors du commun. Et il a commencé par ma région, donc j'étais le premier à passer. Et en fait, on n'était pas tout seul parce que, comme tu as vu sur Internet, il y a une photo de moi avec Jacques Chirac. Il n'y a pas de photographe dans la salle. Oui, parce que... Ça, c'est bizarre. C'est que la photo, qui l'a prise? Donc, en fait, tu vois qu'on n'était pas vraiment tout seul. On était quand même surveillés. Wow. Ce qui était bien, comme ça fait une photo souvenir. Mais moi, comme je ne le savais pas, j'étais juste tout seul avec un président. C'était super bizarre. J'étais là, je savais. Et alors, Chichi, comment ça va? Il était super décontracté. Ouais. La légende qu'il aime bien prendre une bière avec tel plat, c'était ça qu'il a mangé. Il était décontracté, il a enlevé la cravate. Tous les officiels qui mangeaient, mais de l'autre côté, il y avait un mur. Mais il voulait venir discuter. Il a dit j'ai passé la journée avec eux. Il s'est mis en mode décontracté. Moi, je ne savais plus trop comment me comporter. Tu te rends compte, là, l'effet miroir, la modélisation que tu as eue, tu sais, ta vie, elle me fait penser un petit peu à Forrest Gump, dans le sens, mais vraiment dans le sens noble du terme. Ouais. Tu as vécu des choses extraordinaires, Bundler, voilà, des personnages illustres, et tu traverses la vie comme ça pour transmettre tes enseignements. Quels sont, à l'heure actuelle, les modèles, les personnes qui, pour toi, alors ça peut être des personnes illustres, mais ça peut être, moi, par exemple, j'ai beaucoup de respect, par exemple, pour une dame qui fait le ménage dans l'immeuble où j'ai le cabinet, parce qu'elle a vécu une vie vraiment pas facile, elle élève ses 2 fils toute seule, c'est vraiment une mère courage. Et toi, c'est quoi tes schémas, tes modèles? Alors, quand j'étais plus jeune, j'en avais des modèles, parce que ça m'aidait à avancer. Après, maintenant, là, j'y pense plus vraiment. Ouais. Mais à l'époque, mes modèles, j'avais pris Richard Bandler, parce que j'aimais bien son côté un petit peu provoquant. Ouais. C'est surtout que Carol Erickson, comme c'est la première que j'avais rencontrée, elle a le nom d'Erickson. Ouais. Et c'est la plus âgée, donc c'est celle qui a vu son père travailler et qui dirigeait un institut Erickson, parce que les autres, comme ils n'étaient pas dans le domaine, Erickson ne leur avait jamais parlé en fait. Donc je voulais pas être avec un enfant d'Erickson, mais qui n'avait pas fait de thérapie, ça me sert à rien. Ouais. Je voudrais un Erickson qui a fait de l'hypnose ericksonienne, sinon c'est quoi le rapport quoi? Donc j'étais content de tomber avec Carol Erickson. On a sympathisé par un hasard pas possible. Comme par hasard, oui. En fait, je suis rentré dans un endroit du centre de formation où je pensais que c'était genre le vestiaire, etc. Et c'était pour les formateurs.
Ouais. Et elle était en train de faire une sieste flash, une sieste. Et moi, j'ai cru qu'elle avait fait un malaise, en fait, comme elle était déjà assez âgée à l'époque. Donc, je viens la secouer un petit peu pour faire « Oh là là !» Et je me suis fait rouspéter parce que j'étais jeune aussi à l'époque. Mais en plus, c'était dans l'intention de bien faire. L'intention était positive. Là, je me suis dit, je vais me faire virer. J'étais déjà passé avec Jacques Chirac, hein. C'est pour ça que j'avais eu le droit d'intégrer ses cours, parce que sinon c'était réservé aux médecins. Et moi, je suis pas médecin, hein. Donc j'ai eu une sorte de passe-droit, parce que voilà, j'ai eu de la chance pour ça. Oui, parce que tu avais eu un titre honorifique. Et bon, parce que Bernadette Chirac s'intéressait elle soutenait les associations de personnes handicapées. D'accord. Qui étaient les mêmes dans lesquelles j'intervenais. Ouais. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. Non, mais c'est incroyable comme tout s'imbrique. Mais oui, je t'explique. Et donc, comme j'ai secoué un petit peu Carole Erickson et qu'en fait, elle n'avait pas de malaise, ça faisait une sieste, je me suis dit, je vais me faire virer, j'ai fait une bêtise. Donc, je m'excuse, je commence à m'en aller, puis elle me dit, non, fais-moi une séance. Ah, mais non. Moi je parle anglais comme je peux. Je peux pas faire une séance à Carole Erickson, c'est pas possible. Et donc, je suis devenu le préposé aux séances. Pour les pauses, je lui faisais sa petite séance. Puis après, on allait manger ensemble. Puis bref, on avait sympathisé, mais j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès d'être la sommité qu'on connaît aujourd'hui, mais parce que dans un de tes livres, je crois que c'est dans Créateur de réalité, enfin t'en as écrit tellement que je sais même plus, tu parles de création, le fait de penser à quelque chose, je pense à un copain, ça y est, il appelle, ou je suis dans un parking, il y a comme par hasard, une voiture qui se libère pour moi. Est-ce que tu arrives à déjà nous expliquer peut-être synchronisation, création pour les gens qui sont pas familiarisés avec ces termes? Créer sa réalité, c'est de se dire la réalité se construit parce que quelqu'un porte son attention sur une chose. En fait, un champ d'information, ça reste un champ statistique jusqu'à ce que quelqu'un observe ce champ. En anglais, on appelle ça collapse. Il s'effondre. Oui. S'effondrer, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on dit. Ce champ se réduit, on pourrait dire. Ouais. C'est la réduction de la fonction d'onde. La fonction d'onde, c'est ce champ de probabilité. Et en s'effondrant, ça devient une chose matérielle. Ça peut devenir une particule, ça peut devenir un moment de ta vie. Voilà. Donc il y a un observateur, ce qu'on retrouve dans les religions, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Père, donc le champ, le grand tout. Mmh. Le Fils, c'est ce qui est créé. Le Saint-Esprit, c'est l'action d'observer. Ah, donc là, on a tout. On a par rapport on a l'inconscient, la superconscience humaniste et le petit humain qui vit dans sa réalité, sa petite densité. Bon, après, je résume très oui. Si vraiment on voulait savoir si c'est vraiment vrai ce que je raconte, il faudrait y passer plus de temps. Mais on va présumer que c'est vrai que si je pose mon observation sur quelque chose, je vais le réaliser. Si tu faisais de la moto, moi je fais de la moto, on sait que l'engin suit le regard. D'accord. Par exemple, hier soir, je vois une pierre sur la route et de regarder la pierre, je suis passé dessus. Et je le sais qu'il ne faut pas faire ça. Ouais. Mais comme j'ai vu la pierre, j'ai pas eu le temps de réagir, je suis passé dessus. Donc là, il aurait fallu la solution, ça aurait été de dire j'ai vu le caillou, ok, mais je vois la belle fleur à côté. C'est ça. Okay. Une fois que tu sais que c'est toi qui crée ta réalité, comme les gens le font pas exprès, il faudrait arriver à le faire exprès. Bah ouais. Moi, dans la vie, je voulais ça, mais pourquoi c'est pas arrivé ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est qui dirige ta vie ? Ton conscient ou ton inconscient ? C'est quoi qui est le plus fort ? Ton inconscient qui fait des milliards de choses simultanément ou ton conscient qui en fait 3 à la fois ? Donc, une fois que tu sais ça, tu travailles en hypnose pour aller chercher dans ton inconscient ou en conscience augmentée pour illuminer l'inconscient et qu'il devienne conscient. Ouais. Mais de toute façon, il faut travailler sur toi. Si tu ne travailles pas sur toi, ça ne marchera pas. Il faut arriver à ce que toi, donc 100%, pas que le conscient, mais ton être complet, soit aligné pour dire ma vie c'est ça et que ça devienne vrai. Mmh. Comme tu as fait toi. Hein. Ouais. Et moi j'étais en train de me dire j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Et que ça... Parce que t'es comme une conscience plus forte que les autres qui a pris un nuage très puissant. Moi, le mien, il est facile par rapport au tien. Il n'y a pas de comparaison. Ouais. Mais si tu t'es ému, je suis ému aussi. On est tous les deux. On est en synchronisation. Non. Moi, ça ne me dérange pas d'être ému pour des trucs positifs. Non, parce que l'émotion, c'est de l'énergie en action. Donc, mais oui. Ouais. Autant, comme un pompier, s'il y a des choses, il faut aller faire des points de suture. Je dis ça, mais pour le côté psychologique, autant je vais rester carré.
Autant si la personne elle a une bonne émotion, moi ça me dérange pas d'être ému avec, je trouve ça plus humain qu'en fait. Et donc j'avais ce sentiment de fierté de me dire j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu ça, qui a survécu à ça. Tu vois, c'est autrefois on aurait dit c'est une vieille âme. Ouais, ça y est. Dans notre vocabulaire à nous, ça serait plus une conscience qui a pris un nuage difficile. Ouais. Donc c'est une conscience courageuse, on va dire. Ouais. Après, les consciences, elles font ce qu'elles peuvent. Si le nuage il est trop dur, on est content d'être à deux. Ouais, c'est ça. Pour s'entraider. C'est ça. Ma conscience à moi, elle a pris un nuage plus soft, mais je sais pas pourquoi, je me souviens de ce trajet. Donc je peux aider les autres à retrouver leur propre chemin. Eh ben, si ça peut aider à ce qu'ils travaillent mieux leur nuage. C'est génial. Et moi je m'en souviens encore. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, ça a transformé ma vie. Et du coup, c'est une technique que j'adore pratiquer dans mon cabinet, la remodélisation d'histoire de vie, qui s'est transformée en réempreinte ce jour-là, parce que du coup, je l'ai vécu dans la chair. Mais c'est une des techniques les plus utilisées, les plus importantes. Et puissante, hein. Remodélisation d'histoire de vie. Mais oui, les choses physiques qui se sont transformées en toi, on va pas raconter ta vie. Ouais. Tu sais à quoi je fais allusion. Mais c'est inouï, incroyable de se dire des émotions peuvent avoir bloqué quelqu'un à ce point-là, et que quand tu as fait un exercice, ça nous a pris une demi-heure, tu vois. Ouais. Oh, c'était costaud. C'était costaud. Les élèves de ce jour-là, ça leur a fait Moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne démonstration. Ah ouais, je pense que c'était vraiment le cadet, quoi. Ils ont eu la chance d'assister à ça, c'était vraiment une chance pour eux. Moi, j'ai eu une chance de t'accompagner aussi. Et moi, la chance d'avoir été tout était aligné. Et après, quand tu as fait la suite, que tu étais en maître praticien, et puis que tu as appris d'heureuses nouvelles. Tu vois. Oui, alors est-ce que je veux bien partager, je devais faire le diplôme doctorant 2, le maître praticien, et en fait, j'avais des transpirations, j'avais envie de vomir. Je dis mais c'est pas possible, je suis quelqu'un de très traqueuse, mais là quand même au point où j'allais tomber dans les pommes. Et j'ai appris par la suite que j'étais enceinte sans même le savoir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du relationnel avec l'IFHE, parce que moi, dès lors, ça a vraiment tout transcendé. Donc c'était une rencontre qui se fait se faire. Donc quand tu vois cette petite expérience dans le temps, c'est pas long. Ouais. Pour quelqu'un qui galère, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu es dans ton train, avec toute la force d'un train, et posé sur les rails, forcément ça roule très bien. Mm-hmm. Mais si tu es dans ton train avec toute la force d'un train, mais pas sur les rails, mais t'as beau avoir toute la force, ça marche pas. Si en plus le train, il n'y a pas assez de charbon dedans ou il n'est pas assez alimenté, il y a tout un tas de soucis qui peuvent expliquer pourquoi ça n'avance pas. Mais admettons que tu sois au mieux du mieux, mais que ça soit pas ta voie, ça n'avancera pas. Parce que le train, il va patiner, il va rien avancer, il va forcer 10 fois plus pour avancer 10 fois moins. C'est pas possible. Il va être sur les rails, il va forcer 10 fois moins, il avancera 10 fois mieux. Ouais. Donc en fait, comment est-ce qu'on sait si on est sur sa voie? Tant qu'on galère, c'est qu'on n'est pas sur sa voie. Ah, tout simplement. Voilà, s'il y a de la résistance, s'il y a du frottement, c'est que tu n'es pas sur ta voie. Non, quand tu es sur ta voie, ça doit être easy. La voiture, elle roule bien, puis à un moment, ça fait clac, 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 c'est que tu es en train de taper un côté. Alors, c'est une métaphore, il faut pas le faire en vrai sur la route. Oui, on est d'accord. Clac, 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 c'est l'autre côté. Et en fait, tu sens quand est-ce que tu t'éloignes. Le problème, c'est donc quand tu n'es pas sur ta voie du tout. C'est ça. Et là, vas-y, de la trouver, la voie, là, c'est dur. Parce qu'en fait, ça clac, 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 ça clac, clac partout, en fait. Donc, quand tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tout ça, c'est une bonne échelle de guidance de ton corps qui te dit, hé, là, ça péclote. Ouais, là, il y a des problèmes. Bon, après, la difficulté, c'est que, comme tout dans la vie, la clé, c'est le connais-toi toi-même. Si tu n'arrives pas à savoir faire la différence entre je suis pas à côté de moi, je suis à côté de la plaque, je suis pas dans ma voie, je suis à côté de moi, et je suis sur ma voie, mais ça monte, donc le train force, mais parce que ça monte. Mais je suis sur ma voie. Mais c'est normal que ça force, vu que ça monte. Oui, donc c'est subtil. Il peut y avoir de la résistance. Enfin, en tout cas, parce que tu es sur ta voie. Donc moi, je me galère, ça force,
Mais j'ai tout un tas de petites synchronicités parce que j'ai ce genre de croyances-là. Oui. Tu sais, les choses qu'on dit, je regarde l'heure, il est 12h12. C'est ça. Et 12 degrés, parce que j'aime bien que ça soit la même température au même moment. Ça, j'aime bien quand ça fait des choses que... Ah, ça, je connaissais pas, avec les degrés. Et 12h12, mon inconscient, peut-être, il a son horloge interne qui m'a fait regarder l'heure au bon moment. Donc, je m'en méfie. Je me dis, c'est pas une synchronicité, c'est pas un inconscient. Le matin, avant mon réveil, parce que j'ai mon horloge biologique. Quand tu es bien copain avec ton inconscient, tu arrives à faire plein de trucs. Donc 12h12, c'est pas une synchronicité. C'est pas assez, il faut une preuve. Et la température, franchement, je peux pas... La température, c'est pas moi, ça. Donc des choses un petit peu vraiment où je me dis, non, là, c'est pas possible. Donc, en fait, je suis sur ma voie. Ouais. Et je peux avoir des gros ennuis, peut-être même plus d'ennuis que d'autres personnes, parce que justement, comme je dégage, on va dire, c'est une métaphore, beaucoup de lumière, ça attire les mouches. Ah, donc c'est normal. Et bon, alors quelqu'un qui aurait moins de lumière attirerait moins de mouches. C'est ça. Alors ça, c'est important ce que tu dis là, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, commencent à avoir un peu de succès ou commencent à réussir autour d'eux et forcément, les gens vont dire des choses. Et donc, du coup, de leur donner, mais courage, c'est normal, vous êtes en train d'être sur les bons rails de votre voie, mais il y a de la résistance, alors allez-y, percez et vous verrez. Persistez. Alors ça après, c'est sensible de savoir faire la différence entre je force, mais c'est normal. Ouais. Alors quand je dis les mouches, c'est pas forcément des gens, hein, ça peut être les événements de la vie. Comme la vie sait que je m'en sors bien, eh ben, elle m'en met une deuxième ration. Mais pourquoi moi j'ai une deuxième ration ? Parce que tu t'en sors bien. Non, mais c'est pas juste. Ouais. Moi justement, j'ai fait en sorte de vivre heureux pour ne pas avoir d'ennui. Mais j'en ai encore plus parce que je m'en débrouille. Oui, parce que tu élèves ton taux vibratoire, donc forcément, c'est à la hauteur de ce que tu vibres. Et voilà. Bon, alors après, ça me dérange pas, parce que justement, je m'en sors bien. Donc, Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Est-ce que quand tu rencontres une difficulté, t'es béni, parce que dans le sens où, professionnellement, c'est super, t'as déjà accompli beaucoup de choses, t'as rencontré des personnes que t'as pu modéliser de renom, et t'es humain. T'as des choses dans ta vie, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu vois pour que ça te fasse passer en disant ouais, je sais, mais c'est parce que je suis sur ma voie, donc c'est ok, c'est tranquille, j'y vais. Ça, c'est la théorie, hein. Donc c'est la philosophie. Ça peut aider, la philosophie, parce que si tu l'as pas, c'est vraiment encore pire. Mais t'es comme tout le monde, hein. Tu pleures si tu dois pleurer, tu forces si tu dois forcer, et puis tu galères, et puis tu fais toutes les choses comme tout le monde, hein. Après, comme tu as cette philosophie, tu te dis ça va passer, et puis tu cherches les petits indices qui te disent ah, mais en fait, non, ça se passe bien. Alors, je galère, certes, mais regarde, je suis toujours sur ma voie. C'est ça qui est pas facile à voir. Donc, les synchronicités, quelqu'un qui te dit merci pour ton travail, tu dis ah, ça y est, j'y vais, je suis sur la bonne voie. Des petits indices comme ça. Ces petits indices comme ça. Alors, pour te donner l'effet contraire. On cherchait un endroit pour mettre l'IFHE, tu as vu où est-ce qu'on est, c'est joli. C'est magnifique, c'est avant qu'on soit là. Je cherche un endroit, je vois un endroit dans Paris qui avait l'air bien, je veux contacter l'agence, elle répond pas. Je envoie des messages, ils répondent pas. Je veux y passer, c'est fermé. Je dis c'est pas possible. Ouais. Il y a une annonce, pourquoi je peux pas ? Donc tu vois, ça galère. J'insiste, je finis par avoir le bonhomme qui me donne rendez-vous. J'arrive et en marchant pour y aller, à Paris, il y a ça. Des fois, il y a les chiens qui laissent des souvenirs. Oui, sympathique et odorant. Tu glisses un peu dans un souvenir odorant, tu fais ah, ça m'arrive jamais. Pourquoi ça m'arrive ? Il paraît que ça porte bonheur, paraît-il, mais c'est pas le bon pied, donc ça peut pas être ça. Ah, c'était pied droit. Donc je blague. Mais ça me vexe un petit peu parce que je me dis ça m'arrive pas. Pourquoi ça m'est arrivé ? Mais bon, j'attends. Le monsieur est toujours pas là. Je m'en vais à l'agence pour aller le rouspéter un petit peu. Il y a un pigeon qui arrive, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, et qui a fait un bombardement sur moi. Donc toi, tu avais des messages. Non, c'est un sketch, c'est pas possible. C'est un film. Qu'est-ce qui m'arrive ? Là, j'ai l'impression d'être un Sims avec un joueur qui se moque de moi, en fait. Et je me suis dit, mais non, c'est trop. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je suis parti. Je ne suis pas allé à l'agence, j'ai laissé tomber. 2 ans après, donc on était ici, dans les journaux, ils passent une annonce, enfin les journaux c'est Internet maintenant, hein. Ils passent une annonce, attention, il s'est passé un truc grave dans tel arrondissement, l'immeuble s'est effondré avec les gens dedans. Ah tu vois, c'est ça, mais c'est ça l'insynchronicité. Alors il y avait une société, donc c'était le matin, il n'y avait pas grand monde, il y avait quand même 4-5 personnes dedans, il y a eu des morts, hein. Mais nous on est 60 là.
Peut-être 60, on n'est pas 60, mais on est 40-50, tu vois. Il y aurait eu des gens, une école dedans, mais ça aurait été grave. Et ben j'étais là. Merci, mon Dieu, les belles synchronicités comme quoi, tu vois. Ça me fait penser à cette image, je sais pas, tu dois connaître. Tu sais, c'est quand c'est une coupe transversale et puis tu vois un petit quelqu'un qui est avec son piolet là, qui est en train de faire sa galerie et puis il dit, tu vois, il veut atteindre et puis on voit par la coupe qu'il y a le diamant ou le trésor qui est à 2 cm et que c'est assez subtil de savoir quand est-ce que je donne, allez, j'en ai marre, c'est dur, c'est éreintant, mais je vais te donner le dernier coup de pioche, ou alors de dire non, en fait, ça se trouve c'est un gros rat qui m'attend, et puis donc, du coup je vais faire. C'est ça. Dans le premier dessin, tu as une fosse remplie de diamants, et il y a le personnage qui creuse, et si jamais il n'arrive pas à aller jusqu'au diamant, il va abandonner parce qu'il est désespéré, et on se dit c'est dommage, tu as abandonné avant d'avoir réussi. C'est ça. Comme l'a dit un auteur célèbre. Donc, parce que ouais, c'est ça. C'est d'abandonner d'avoir réussi. C'est une citation dans mon bouquin Hypnose. J'étais content, elle avait été reprise sur le calendrier des pompiers. Moi je l'ai reprise aussi sur mes comptes Instagram, je crois. Tu vois, j'étais content que ça circule. Bref, donc ça voudrait dire ça. J'ai refait le dessin à même façon, un petit peu dessin animé. J'ai transformé la fosse à diamant avec un monsieur qui est aux toilettes, et c'est la fosse septique en dessous. C'est ça. Et là, si tu dis ça pue, demi-tour. Ouais. Mais là, en fait, ça t'a sauvé la vie de faire demi-tour. C'est génial. Et tout le challenge, c'est d'avoir l'intuition de savoir s'il faut donner le coup de pioche pour arriver au diamant, ou si finalement c'est pas bon, t'as trop de signes contraires, en fait. Les animaux sont très forts à ça. Tu vois ton chien ou ton chat qui fait demi-tour, tu réfléchis pas, tu fais demi-tour aussi. Ouais. Ils ont l'instinct mieux que nous. Il faudrait qu'on arrive à développer à nouveau cet instinct. C'est ce qu'on cherche à faire en hypnose humaniste. Ouais, et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, moi je vois beaucoup de gens, et puis moi la première, c'est qu'on a été conditionnés par l'éducation, par la société, parce qu'au fond, on le sait, on le ressent, on le sent, on le voit, on a cette intuition-là de prémisse. Par exemple, une patiente qui me dit, mais je savais que c'était pas le bon gars pour moi, ou je savais que dans ce travail, mais j'y suis allée quand même, parce que qu'en dira-t-on ? Après, c'est vraiment du connais-toi toi-même. Si tu as l'habitude de sentir que là, t'as pas bien fait, t'es sorti dehors, il commence à faire frais, et tu vas attraper froid, donc tu vas manger une orange pour prendre de la vitamine C. Mais pourquoi tu fais ça ? Parce que t'as un mauvais pressentiment. Et finalement, tu seras jamais malade. Donc les autres, ils vont te dire, mais tu vois, tu t'es affolé pour rien. Mais non, peut-être que si je l'avais pas fait, je serais tombé malade. C'est ça. Parce que j'ai pas senti un bon signe dans moi. Ça serait un peu ça c'est une métaphore, mais en vrai, ça peut exister. Ouais, j'aime bien l'inconscient, il a 6-7 ans d'âge, genre du coup, il comprend bien les images. Donc voilà, quand tu sens un truc qui est pas bon, il faut vraiment s'écouter. Il faut savoir quand en fait c'est quand même la bonne voie malgré les ennuis, ou si c'est effectivement pas la bonne voie parce qu'il y a des ennuis. Et c'est ça qui est délicat à discerner. Ouais, donc c'est vrai que par homéostasie naturelle, on sent. Maintenant, c'est simplement de se libérer de tout ce qu'il y a autour pour vraiment être au plus proche de ça, qu'on appelle ça l'inconscient, la grande conscience. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quelles sont tes actualités ? Pour quelqu'un qui te découvre. Alors le plus facile, c'est ma chaîne sur YouTube. Donc Olivier Loquer. C'est ça, on tape mon nom et on arrive directement dessus. Ouais. Et puis pour ceux qui veulent se former, donc ils peuvent se former soit ici on est en France à Paris, soit en Belgique, au Luxembourg, en Russie, Israël, petite pensée. Oui, en ce moment, il faut pas trop. C'est ça. Mais on a une enseignante en hypnose humaniste en Israël. Ouais. On en a aussi au Québec, il y en a au Maroc, il y en a en Belgique, il y en a au Luxembourg, il y en a bientôt en Espagne. Ouais. En Chine, ça devait, et puis en fait avec le Covid, mais là ça commence à reprendre, donc peut-être ça va arriver. Voilà. Bref, il y en a un peu partout. D'accord, donc tout le monde, si quelqu'un vous êtes intéressé, vous venez sur le site de l'IFHE, le site internet, et vous trouvez tout. C'est tout expliqué. IFHE.net, et on arrive directement sur le site de l'Institut français. Super. Merci beaucoup Olivier pour tout ce partage. Est-ce que tu as un dernier petit mot de fin que tu aimerais transmettre ? Je sais pas, une citation, un livre, un film, quelque chose qui toi t'as transcendé, qui t'a aidé un jour dans ta vie ? C'est pas spécialement une chose en particulier. Moi, ce qui me fait de la peine quand je traverse la vie, en fait, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent centrés sur eux et qui ne perçoivent pas la vie
Alors déjà, ça serait beau à voir, même sans faire de philosophie ou de thérapie, juste de se rendre compte du monde dans lequel on existe, un peu plus que par les œillères qu'on a d'habitude. Mais tu vois, c'est un chemin de développement personnel. C'est ça. Un chemin d'individuation, Aurélie Jung, c'est de connaissance de soi et de devenir vraiment soi-même. C'est pas théorique, on vit vraiment mieux. Après, je dis ça, tu le sais bien. Et d'ailleurs, c'est juste parce qu'au moment où tu le dis, il y a un rayon de soleil et vous n'êtes pas là dans la pièce, mais qui illumine et qui perce les nuages gris. Oui, je l'ai vu, tu l'as senti. Ouais. Ça serait encourager les gens, s'ils sont déjà en train de regarder ta vidéo, c'est qu'ils sont déjà sur ce chemin, à se lancer parce qu'on ne se rend pas compte avant d'avoir commencé jusqu'où on peut aller. Parfois on dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Mais moi-même, je ne le sais pas. Votre chemin, je ne le connais pas. Et vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir commencé. Il faut faire le premier pas. Merci beaucoup, Olivier. On a vraiment passé un moment précieux près des cieux. Et je te souhaite tout de bon pour la suite, pour les FHE et bien plus encore. Prends soin de toi. Merci. Merci à toi.